Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Comme vous le savez, toutes les semaines, nous posons 3 questions à un penseur, un acteur de terrain, une personnalité politique engagée contre les maux de nos sociétés contemporaines, l'islamisme, les identitaires ou encore les récupérations populistes de toutes parts. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Rachel Kahn, juriste, scénariste, actrice, écrivain qui a récemment sorti son livre Racé. Je pense plein d'entre vous ont dû la voir, ont dû lire son livre, donc je suis plus que ravie de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Rachel. Bonjour Simone. Rachel, on va commencer tout de suite, et on va surtout être totalement transparente. Nous nous connaissons bien. Oui, Nous avons, d'ailleurs travaillé ensemble lors du premier sursaut, maintenant il y a déjà 5 ans, en 2016. ouais. Votre parcours, est, me semble-t-il, intéressant. Il n'est pas linéaire. Vous avez travaillé, pour la région Île-de-France, vous êtes actrice, vous avez donc longtemps travaillé dans la culture, vous êtes écrivain. Vous aviez aussi beaucoup, travaillé, interagi, avec l'ambassade des États-Unis. Ouais. Vous êtes française, vous êtes d'origine juive polonaise, africaine. Bref, vous avez des identités multiples et j'ai un peu l'impression que c'est d'une certaine manière ce qu'on vous reproche aujourd'hui, et notamment dans un article, disons assez particulier, dans Regard qui s'intitule, je crois, «Rachel Kahn trahie par elle-même». Et la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que, quelle était votre réaction et est-ce que c'est pas un peu cette identité multiple, votre parcours, pas linéaire, voilà, qui, par exemple, crée, un peu cette polémique, et des réactions parfois un peu épidermiques? Oui, alors en fait, pour être très transparente, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas lu entièrement, cet article, parce que dans Racé, j'avais déjà dit ce qui allait se passer, en fait. Tout ce qui s'est passé, c'était à la sortie du livre, en fait, c'était une mise en abîme de la réalité. Toutes les réactions que j'ai eues, et notamment cet article-là, ce rôle, en fait, finalement, de traître à la cause, de cette obligation, en fait, lorsque on est noir, parce qu'on prend seulement une seule souche de vous-même dans ces réseaux identitaires. Et donc, lorsqu'on est noir, on doit penser de telle manière. Et si on déroge à ça, si on est libre dans cette liberté de parole, mais aussi cette liberté d'expression, vous êtes la négresse de maison. Alors, en plus, on montre dans cet article-là simplement des photos. Donc, les photos ne parlent pas. Donc, ce sont des jugements qui condamnent sans avoir lu le livre. Ce qui ressort de cet article, c'est que la personne qui l'a écrit, déjà, c'était à charge. En plus, je sais par qui ça a été orchestré, sans avoir lu le livre, mais aussi pour être encore plus transparente que vos propos. Nous, on se connaît depuis 2014, Simone, et depuis le premier article sur la question de Dieudonné. Tout à fait. Et donc, c'est ce qui montre ô combien notre engagement profond pour cette bataille universelle sur les principes fondamentaux républicains et sur cette lutte contre les discriminations qui est, quels que soient les motifs, évidemment l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, mais quels que soient les motifs, je sais que vous êtes engagés en fait sur l'ensemble de ces batailles-là, l'antisémitisme étant un point très spécifique de l'ensemble de ces luttes-là. Donc moi, de toute façon, avec ce pédigré extrêmement mélangé, c'est une liberté, c'est un imprévu, et les identitaires qui se replient sur eux-mêmes et qui se replient entre eux en ayant finalement presque la volonté d'avoir un même récit et une seule pensée, je les dérange profondément. Et c'était l'objet de Racé. Lorsque dans l'introduction, je dis j'ai toujours parlé à demi-mot, j'ai toujours parlé à demi-moi, c'est précisément ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là. Bah, justement, j'ai de ce livre-là, donc vous êtes beaucoup exposé. Hem Et vous avez participé avec tous les débats. Je vois aussi que vous refusez rien. En tout cas, Oui, vous acceptez beaucoup, y ouais, compris des débats, parfois compliqués. ouais. Et je me demandais si vous pouvez me parler un tout petit peu, de manière générale des réactions, heu, positives, mais aussi négatives et pourquoi vous pensez aussi
que ce livre est un succès? Pourquoi celui-là? Alors les réactions, négatives, comme je l'ai dit avant, je m'y attendais, mais pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que les gens, notamment les identitaires, des 2 camps, hein, vraiment les identitaires, d'extrême droite d'un côté et les fachos et les identitaires racialistes de l'autre côté, qui se rejoignent au fond, hein, puisqu'ils ont, cette volonté de ne prendre qu'une seule couche de vous-même et de vous stigmatiser. Donc ce sont des discriminations, ce sont les mêmes discriminations au fond. Ça, je m'y attendais. Après, ce qui est très positif, et effectivement, je ne veux refuser aucun débat parce qu'on est en démocratie et qu'aujourd'hui, on doit privilégier le débat, le dialogue lorsqu'il est possible. J'ai eu affaire à des pseudo-débats où le dialogue est impossible lorsque les personnes sont dans des dogmes et des idéologies et déroulent une pensée qui n'est pas la leur au fond, qui n'est pas une pensée intime. C'est pas du tout intéressant. Elles sont là pour s'agiter, pour s'offusquer, en faisant croire que leur parole est importante, en ayant un positionnement grandiloquent en fait, qui fait perdre le sens de la pensée. C'est juste un show. Et ça, c'est bon, ça c'est pas du tout intéressant. C'est un appauvrissement du débat. Mais de l'autre côté, ce qui est formidable avec ce livre, et je ne m'y attendais pas du tout, c'est qu'il soit reçu par une multiplicité de personnes. C'est-à-dire que de l'ouvrier jusqu'au chef d'État, en passant par l'avocat, au médecin, à l'agriculteur, toutes les couches de population, en fait, euh, sont heureuses parce qu'ils se disent, enfin, c'est génial, on avait peur de parler, on avait peur de s'exprimer sur ces sujets-là, on avait peur de parler juste de citoyenneté, de république, d'universalisme. Et en fait, maintenant, on ose plus le faire. Voilà. Et c'est pour ça, c'est juste, dans ce moment, on a beaucoup parlé de MeToo, de cette libération de la parole qui est nécessaire. Mais c'est marrant, on permet la libération de la parole, mais on ne permet pas la liberté d'expression sur ces sujets-là. Donc, c'est contradictoire. Et là, je crois qu'avec Racé, en tout cas, ça permet aux uns et aux autres de rassembler ces 2 mouvements. Et l'universalisme n'est pas un gros mot, en fait. Hein. Voilà. L'universalisme n'est pas un gros mot. Bon, j'arrive à la dernière question, j'aurais 1000 autres, mais je sais Ouais. qu'on n'a pas le Mais temps et non, mais on fera autre chose. Ouais, voilà. ce sera pour une autre fois. Ouais. Donc cette question-là, on la pose à chacun de nos invités. D'accord. Donc si vous aviez 5 minutes avec Emmanuel Macron et qu'il vous posait la question suivante: quelles sont les 2 choses nécessaires pour faire face au délitement de notre société? Et notamment ce que nous, au Sursaut, avec le Sursaut depuis 5 ans, on essaie de combattre, l'islamisme, les récupérations populistes, et peut-être aussi, ce que vous adressez dans votre livre. Qu'est-ce que vous lui répondriez? C'est quoi les 2 choses? C'est-à-dire qu'on ne peut pas transiger aujourd'hui avec l'éducation. Mais c'est-à-dire l'éducation, la pédagogie, la connaissance pour nos enfants. Lorsqu'on fait de la médiation aujourd'hui pour des collégiens ou des lycéens, pour moi, c'est trop tard. Il faut créer des emplois sur des gens qui sont formés pour aller, notamment en grande section de maternelle, et avant l'âge de 7 ans à l'école primaire, pour commencer une réelle formation sur les questions de l'universalisme, des fondamentaux républicains, de la liberté d'expression, cette manière en fait de travailler sur le discernement, mais depuis petit, mais vraiment petit, c'est-à-dire d'apprendre ça, d'apprendre cette humanité, d'apprendre à ne pas rentrer dans des dogmes, dans des lavages de cerveau, en même temps qu'on apprend, même avant d'apprendre à écrire. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, là, c'est plus pour ma chapelle, c'est de véritablement soutenir les artistes aujourd'hui, parce que ces idéologies qui nous tuent sont totalement à l'opposé de l'art et de la création, et qu'il faut protéger nos artistes absolument pour qu'ils puissent créer en liberté et que les artistes ne soient pas des passe-plats pour alimenter finalement le communautarisme, les idéologies, la victimisation. Les artistes sont les législateurs de l'ombre et doivent être entourés par les responsables politiques. S'il n'y a plus d'artistes, il n'y aura plus de législateurs pour voter des lois qui soient protectrices et responsables par rapport aux citoyens français. Et plus d'universel. Et plus universel, complètement. L'art et l'universel vont de pair, de toute façon.
puisque avec l'art, on doit, pardon, parce qu'avec l'art, en fait, on oublie l'identité. Un artiste ne peut pas être racisé, c'est impossible, par exemple. Un artiste, c'est un être qui est là pour, je pense à Gérard Darmon, le pauvre avec son blackface, mais un artiste est là pour être l'autre à chaque fois, donc est universel. Merci beaucoup, Rachel Kahn, d'avoir pris le temps. On trouvera un autre moyen pour passer un peu plus de temps ensemble, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Simone, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.